Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La gestion des ordures ménagères à Nouakchott en période d'hivernage pose d'énormes difficultés. En premier lieu, la dégradation du cadre de vie des populations et ses conséquences en termes de santé. Boko Haram multiplie ses attaques meurtrières au Tchad. 6 personnes ont été tuées par une femme kamikaze la nuit dernière. En Tunisie, 26 candidats retenus pour le scrutin présidentiel du 15 septembre prochain. Les candidats recalés ont jusqu'au 31 août pour déposer un recours. Merci d'être avec nous. Les nouvelles autorités réussiront-elles à résoudre la question récurrente de la gestion des déchets à Nouakchott? En tout cas, les Nouakchottois ont du mal à respirer tellement leur cadre de vie est envahi par les ordures. Les sociétés privées opérant dans ce domaine sont quasiment invisibles et semblent être dépassées par la situation, ce qui n'est pas pour rassurer les populations en période hivernale. C'est Récidibé. Nouakchott est une ville insalubre. Elle est devenue encore plus sale ces dernières semaines. Les sociétés chargées de la propriété de la ville sont presque aux aumôniers absents. Des charretiers ont pris le relais dans plusieurs quartiers. Ces derniers transportent les ordures dans des conditions qui laissent à désirer. Ils sont sans protection. Ils ne portent ni gants ni masques. C'est à voir s'ils mesurent la gravité de leur acte. Ensuite, ils se permettent de déverser le contenu de leurs charrettes partout. Nouakchott est aujourd'hui une décharge à ciel ouvert. Les déchets s'amoncellent partout, sur la chaussée, à proximité des habitations. Ces citoyens n'en peuvent plus. Pour lui, l'État a démissionné. Ces déchets de tous ordres sont en train de les rendre malades, s'exclame-t-il. Du côté des charretiers, on s'en défend. Cet homme indique par exemple qu'il s'agit pour lui le seul moyen de gagner dignement sa vie. La gestion des ordures à Nouakchott a été une équation pour tous les régimes qui se sont succédés. L'absence de sociétés sérieuses pour assurer la collecte des déchets et l'incivisme des citoyens sont les principaux handicaps à toute tentative de nettoiement de la ville de manière durable. Au Tchad, 6 personnes ont été tuées dans un attentat perpétré dans la nuit de mardi à mercredi par une femme kamikaze dans l'ouest du pays. L'attaque a eu lieu dans la sous-préfecture de Kaïga-Kindjiria. L'attentat a fait plusieurs blessés, selon le responsable de l'armée qui n'a pu préciser le nombre. La région du lac Tchad est le théâtre d'un regain d'attaques attribué à Boko Haram depuis juin 2018. Une dizaine ont eu lieu en territoire tchadien, la plupart d'entre elles visaient des positions de l'armée. Fin mars, 23 soldats tchadiens avaient été tués dans l'attaque d'une base avancée sur la rive nord-est du lac. Une autre attaque de Boko Haram le 21 juin a entraîné la mort d'au moins 11 militaires tchadiens. 26 candidatures à la présidentielle tunisienne anticipée du 15 septembre ont été validées et 71 écartées au terme d'un examen préliminaire des dossiers. Les personnes dont le dossier a été rejeté peuvent déposer un recours à partir du 15 août et l'annonce de la liste finale des candidats pour ce scrutin sera dévoilée le 31 août. Le scrutin, initialement programmé pour la mi-novembre, a été avancé suite au décès le 25 juillet dernier du chef de l'État, Béji Caïd Essebsi. C'est la première fois que la présidentielle se déroulera avant les élections législatives prévues, elles, le 6 octobre. Ce double scrutin s'annonce crucial pour l'enracinement de la démocratie en Tunisie, à la fois pionnière et unique rescapée de la vague des printemps arabes de 2011. Autorisé à se rendre en reportage à l'Ayoun, chef-lieu du Sahara occidental, territoire marocain, revendiqué par le Front Polisario, le très sérieux quotidien américain Wall Street Journal a mis en lumière un intérêt inhabituel de la Maison-Blanche pour ce conflit vieux de 44 ans. La revue américaine a révélé que l'administration américaine est opposée à l'indépendance de ce territoire contesté. Ceux qui espèrent voir lever le drapeau sur un Sahara occidental indépendant risquent d'être déçus par l'administration Trump. C'est ce qu'a écrit le journaliste qui s'est rendu dans la région, Dion Nissenbaum, répondait indirectement dans son papier au message qu'un indépendantiste sahraoui rencontré sur place lui avait demandé de faire parvenir à John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale du président américain.
Au Yémen, le gouvernement du président Abdrabou Mansour Hadi a accusé les séparatistes du Conseil de transition du Sud d'avoir mené un coup d'État en s'emparant samedi du palais présidentiel et d'autres positions clés dans la grande ville du Sud, Aden. Le gouvernement Hadi a été très affaibli par les événements d'Aden. Il a maintenant perdu le contrôle de 2 capitales. Aden a été déclarée capitale temporaire du gouvernement après que les rebelles Houthis se soient emparés de Sanaa lors d'une offensive majeure dans le nord du Yémen en 2014. C'est un véritable coup porté à la crédibilité du gouvernement de Hadi, qui n'en reste pas moins le président internationalement reconnu. Une coalition dirigée par les Saoudiens est intervenue au Yémen en 2015 pour soutenir le gouvernement Hadi face aux rebelles Houthis. Les forces du régime syrien progressent ce mercredi en direction de la ville de Khan Sheikhoun, poursuivant pas à pas leur avancée à Idlib, région du nord-ouest du pays dominée par les djihadistes et meurtrie par 3 mois de bombardements quasi quotidiens. La majeure partie de la province d'Idlib ainsi que des segments des provinces voisines d'Alep, de Hama et de Latakia échappent toujours au contrôle du président syrien Bachar al-Assad. 8 ans après le début du conflit, cette région, dominée par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham et l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, et qui abrite quelques groupes rebelles, est la cible depuis plus de 3 mois de bombardements quasi quotidiens du régime et de son allié russe. Khan Sheikhoun se trouve sur l'autoroute principale qui traverse Idlib et relie la capitale Damas à la métropole d'Alep, toutes deux sous contrôle gouvernemental. Après 13 jours en mer, 4 personnes, dont 2 nourrissons, ont pu être débarquées du navire humanitaire de l'organisation non gouvernementale Open Arms. L'un des enfants souffre de problèmes respiratoires. La famille a été conduite sur l'île italienne de Lampedusa. Les 147 autres migrants à bord, eux, restent bloqués en mer, épuisés et stressés. Les conditions risquent de se détériorer rapidement à l'approche d'une tempête. Beaucoup de passagers souffrent du mal de mer et de vomissements. Malte et l'Italie refusent aux 2 bateaux l'entrée dans leur port et l'Espagne a déclaré irrecevable une demande d'asile pour 31 mineurs déposée par le capitaine de l'Open Arms auprès de l'ambassade espagnole à Malte. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a appelé les membres de l'Union européenne à réagir, rappelant que ces migrants sont des survivants d'abus consternants en Libye qui devraient être autorisés à recevoir l'aide humanitaire dont ils ont tant besoin, mais aucun pays ne s'est manifesté. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. La gestion des ordures ménagères à Nouakchott en période d'hivernage pose d'énormes difficultés. En premier lieu, la dégradation du cadre de vie des populations et ses conséquences en termes de santé. Boko Haram multiplie ses attaques meurtrières au Tchad. 6 personnes ont été tuées par une femme kamikaze la nuit dernière. En Tunisie, 26 candidats retenus pour le scrutin présidentiel du 15 septembre prochain. Les candidats recalés ont jusqu'au 31 août pour déposer un recours. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.